Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo de Libre d'État sur YouTube. Cette troisième vidéo qui est consacrée aux régimes fiscaux spéciaux. Et aujourd'hui, je consacre l'entièreté de cette vidéo aux régimes fiscaux qui concernent la France. La France et tous ses territoires. La France, qu'est-ce qu'elle a comme territoire? Eh bien, je peux vous assurer qu'elle en a des territoires. Des territoires qui sont éloignés, des territoires qui sont très éloignés. Alors, ces territoires sont catégorisés en plusieurs groupes de territoires ou départements, puisque certains sont des départements, des simples extensions de départements de l'Hexagone, comme il en existe aujourd'hui dans toute la France. Et d'autres territoires sont des bouts de terre qui sont avec une structure gouvernementale, entre guillemets, qui a beaucoup plus d'autonomie. Donc vous avez déjà entendu parler des TOM, des DOM, des DOM-TOM, des PTOM, des DROM, des COM. Tout ça, je vous explique dans cette vidéo. Alors, cette vidéo est beaucoup plus longue que les deux précédentes. Si vous n'avez pas vu les deux précédentes, je vous invite à vraiment aller les voir, puisque surtout la première qui est en introduction, c'est une introduction aux régimes fiscaux préférentiels de moins de 15 minutes qui vous donne un aperçu global de ce système de régimes fiscaux préférentiels dans le monde. La deuxième vidéo a été consacrée principalement à l'Estonie et au Costa Rica. Et cette troisième vidéo, elle est beaucoup plus longue, elle couvre beaucoup plus de territoires fatalement. Et pour commencer, ces territoires qui appartiennent à la France, est-ce que ces territoires font partie de l'Union européenne, telle que la France l'est? Est-ce que ces territoires ont une quelconque relation entre eux? Est-ce que ces territoires peuvent voter, notamment pour les présidentielles en France, par exemple? Quelle est la relation que ces territoires ont avec la France, avec l'Union européenne? Est-ce que quand vous êtes résident sur un de ces territoires, est-ce que vous êtes toujours résident français ou est-ce que vous êtes non résident français? Ça aussi, c'est expliqué. Alors, en ce qui concerne l'optimisation, donc la présentation de l'aspect fiscal, bien sûr, c'est ce que Libre d'État essaye de faire en particulier. L'aspect fiscal, je vous le présente bien sûr dans cette vidéo, à commencer par les régimes fiscaux qui existent dans l'Hexagone, c'est-à-dire l'IS réduit, le statut de micro-entreprise et l'optimisation fiscale à travers des holdings. Alors, d'autres optimisations fiscales pourraient être justement dans les incitations fiscales qui existent hors hexagone et qui sont donc offerts par ces territoires que je vous présente aujourd'hui. Donc restez bien jusqu'au bout. Alors est-ce que quand vous êtes non domicilié, donc non résident sur un de ces territoires, est-ce que ça prend acte tout de suite ou dans les 6 mois, comme c'est le cas en général quand vous vous expatriez de France? Eh bien, ce n'est pas toujours aussi évident et ça aussi, c'est intéressant à savoir. Alors, comme d'habitude, je vous présente l'aspect fiscal au moyen d'exemples de calcul bien détaillés avec vraiment les critères dont il faut prendre compte. Ces calculs, vous allez avoir accès justement dans la comparaison dans le cas d'une société qui dégage son bénéfice. Et puis d'ailleurs aussi, je vous explique quelle est la différence entre un bénéfice comptable et un bénéfice, plutôt un résultat comptable et un résultat fiscal. Il faut quand même aussi comprendre déjà cette base. Et ensuite, une comparaison justement d'une situation sans holding, avec holding sous régime mère-fille, et avec holding, avec régime, donc avec le système d'intégration fiscale. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'informations. J'espère que vous allez mettre le pouce bleu, que vous allez vous abonner et que vous allez continuer à nous suivre. Il y a d'autres moyens fiscaux dans l'Hexagone pour la fiscalité française, notamment les patent box. Mais franchement, cette vidéo est tellement longue, puisqu'elle dépasse vraiment 1 heure, elle dépasse largement les deux précédentes, que le côté patent box, je vais le laisser de côté pour l'instant. Et bien entendu, dès que l'opportunité se présente et que le temps se présente, je ne manquerai pas de vous présenter cet aspect-là aussi. Alors, si vous êtes concerné par l'un ou l'autre de ces territoires, si vous avez une expérience, un commentaire concernant l'un ou l'autre de ces territoires, n'hésitez pas à nous le commenter, n'hésitez pas à nous le faire savoir de façon à ce que chacun puisse bénéficier justement de l'expérience de chacun. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue. C'est parti. La France, la métropole, l'Hexagone, mais est-ce qu'elle ne se limite qu'à cela?
Eh bien, on va voir ça ici tout de suite. La métropole, l'hexagone, les pays et territoires outre-mer, les territoires outre-mer, les collectivités outre-mer, les départements outre-mer, les départements et régions outre-mer, les territoires, les terres australes et antarctiques françaises, les dom-tom, les drom-com, tout ça c'est la France. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Où se trouvent tous ces territoires? C'est ce que nous allons voir un peu plus dans le détail ici, avec j'espère un peu plus d'explications claires pour vous. Et en tout cas, ça l'a été pour moi. Alors, le continent, donc l'hexagone, c'est la France telle qu'on la connaît, les îles du littoral qui sont à peu près une dizaine au large de la Bretagne, de la Côte d'Azur et la Corse. Ces trois catégories forment, pour ainsi dire, le continent, donc l'hexagone. En plus de ça, on a les DOM, donc les départements outre-mer, qui sont aussi des départements exactement au même titre que tous les départements qui sont dans l'hexagone. La seule différence, c'est qu'ils sont éloignés, ils sont français, donc les citoyens sont français, ils ont un passeport français et ils font partie de l'Union européenne également. Alors, à côté de ça, les collectivités outre-mer sont des territoires où on est non résident français, c'est-à-dire que si vous allez vous expatriez dans un COM, vous allez être non-résident français. Mais attention, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain avec 180 jours de résidence comme c'est la règle en général. C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est considéré être des paradis fiscaux, même s'ils ne sont pas listés paradis fiscaux, naturellement, hein, ça fait partie d'un territoire français, donc on ne va pas lister ça comme un paradis fiscal, n'est-ce pas? Ça appartient donc à la France, c'est éloigné, c'est au nombre de 5 territoires et on va voir ça un peu plus dans le détail. Maintenant, merci à Super Benjamin pour cette carte qui est vraiment hyper utile. Alors cette carte donne une illustration de tous les territoires, tous les domaines outre-mer, les territoires outre-mer que possède la France. Les bleus sont les DOM, donc les départements, et les gris sont les territoires, donc les anciens TOM, qui sont maintenant depuis 2003 devenus DROM-COM, puisque les DOM sont devenus des DROM, donc les départements outre-mer sont devenus des départements et régions outre-mer, et les TOM, donc les territoires outre-mer, sont devenus des collectivités outre-mer. Donc on n'appelle plus maintenant tous ces territoires dans leur ensemble les DOM-TOM, mais on les appelle les DROM-COM. Et ça, c'est depuis 2003. Tout ce que vous voyez en bleu, ce sont les DOM, donc les départements outre-mer, et toutes les îles grises sont les collectivités outre-mer. Tout à gauche, vous avez la Polynésie française qui se compte à peu près 176 îles. La moitié, pour ainsi dire, est inhabitée. La Nouvelle-Calédonie, à droite, c'est la plus grande des collectivités outre-mer et elle a un statut tout à fait spécial. Mais on va couvrir ça dans les prochains slides parce que ici, c'est pour vous donner une illustration de tous les territoires que possède la France. Et vous voyez en haut de cette carte, dans cette petite tache gris foncé, c'est l'hexagone. Et puis, sur tous les continents, sur tous les océans se trouve la panoplie de terres et départements que possède la France. Il y en a en tout à peu près 12-13. On a dans les Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin qui est une collectivité, Saint-Barthélemy qui est une collectivité. Saint-Martin et Saint-Barthélemy étaient des communes appartenant à la Guadeloupe jusqu'en 2007 et puis ça a changé, donc elles se sont retirées de cette commune en tant que commune de la Guadeloupe et maintenant elles sont tout à fait indépendantes. Alors la différence avec les TOM par rapport aux DOM, c'est que les TOM ont beaucoup plus d'autonomie. Ils ont des règles propres à eux, mais à tous les niveaux. Bien sûr, au niveau douanier, au niveau commercial, au niveau fiscal, et c'est ça qui nous intéresse ici. Alors cette carte ici vous donne un aperçu, donc vraiment la distribution par groupe d'appellation, si on peut dire. Donc tous les territoires que nous venons de voir sur la carte sont listés ici avec leur appartenance, la relation qu'ils ont avec l'Union européenne notamment. Donc c'est tout ce qui est dans l'encadrement rouge. Alors on a bien sûr la France continentale avec la Corse qui fait partie de la France métropolitaine et également qui a l'espace Schengen. Alors tout ce qui est en vert, ce sont les territoires qui ne sont pas des îles. Ensuite, au niveau du regard de l'Union européenne,
Il y a deux statuts en ce qui concerne la catégorisation de toutes ces terres et ces territoires outre-mer. Alors il y a d'abord les RUP, donc les régions ultra-périphériques, et les PTOM, donc qui sont les pays et territoires outre-mer. La différence, c'est que les régions ultra-périphériques sont des extensions de l'Hexagone. Elles font partie de l'Union européenne et ce sont des territoires qui ont ils ne font pas partie de l'espace Schengen, comme je viens de le dire, mais ils ont droit à tous les accès européens. Ils ont le droit de voter, bien sûr, au Conseil européen. Et ce sont des simples régions qui sont éloignées de l'Hexagone, mais qui font partie à part entière de l'Hexagone. Alors qu'à l'inverse, les PTOM, donc les pays et territoires d'outre-mer, sont des territoires beaucoup plus autonomes. Ils ont vraiment leur propre drapeau, leur propre devise, puisque tous les territoires que nous voyons actuellement, donc les territoires français, sont dans la zone euro, effectivement, mais 3 d'entre eux ne le sont pas. Après avoir défini ces deux catégorisations qui sont définies par l'Union européenne, qu'est-ce qu'il en est de ces deux catégorisations pour la France et les territoires que nous venons de voir? Eh bien, c'est simple, les RUP sont équivalents plus ou moins aux DOM, qui sont donc devenus des DROM maintenant, c'est-à-dire les départements. Et ça concerne donc pour la France la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte et Saint-Martin. Étant donné que c'est un concept européen, donc de l'Union européenne, bien entendu, il n'y a pas que la France qui est concernée par cette catégorisation de territoire vis-à-vis de l'Union européenne. Il y a notamment des îles portugaises, vous connaissez Madère et les Açores, qui sont des îles extrêmement éloignées du Portugal, mais qui font partie intégrante du Portugal et de l'Union européenne. Il en va de même pour les Canaries par rapport à l'Espagne, et donc les départements outre-mer, qui sont donc maintenant les départements et régions outre-mer, sont des citoyens français à part entière. Ils sont amenés à voter lors des élections en France. Ils sont citoyens, ils viennent en France exactement comme s'ils vivaient sur l'Hexagone, etc. Alors l'autre catégorie, les PTOM, par rapport aux terres françaises que nous avons vues jusque maintenant, eh bien il y a tout ce qui concerne donc les COM, les collectivités outre-mer, à savoir la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barth, Saint-Pierre-et-Miquelon, les TAF, donc les terres australes et antarctiques françaises, et les îles Wallis et Futuna. Encore une fois, d'autres pays membres de l'Union européenne sont dans le même cas. Ils ont aussi des PTOM. C'est le cas notamment du Danemark, avec le Groenland. C'est notamment le cas des Pays-Bas, avec Aruba. Et donc, tous les pays de l'Union européenne ont ces deux catégorisations parce que ce sont soit des régions pratiquement comme s'ils étaient sur le continent européen, et donc ils ont à peu près les mêmes règles fiscales à quelques exceptions près, ou alors les PTOM qui ont une plus grande autonomie, ils ont une structure gouvernementale vraiment propre à eux, ils ont beaucoup plus de liberté, ils organisent leur pays comme s'ils étaient entre guillemets des pays séparés, indépendants, mais ils sont également européens. Et en ce qui concerne donc les PTOM français, eh bien, eux aussi sont amenés à voter lors des élections en France. Ils doivent participer, exactement comme les habitants de l'Hexagone, de France, au même titre que Paris, Cannes, etc. Et la seule chose qui diffère vraiment ici, c'est donc la structure gouvernementale. Ils sont beaucoup plus éloignés, bien sûr, et ils ont un système de législation commerciale, douanière et surtout fiscale tout à fait différente. Notamment, ils sont pratiquement tous des paradis fiscaux ou quasi-paradis fiscaux, même si bien entendu l'Europe ne catégorise pas ces territoires comme des paradis fiscaux puisque ça appartient à l'Europe, donc on ne catégorise pas ces terres comme des paradis fiscaux, à contrario des autres pays qui offrent les mêmes avantages fiscaux finalement, mais qui sont pointés du doigt parce qu'ils ne sont pas européens. Et c'est parti pour la fiscalité. Ici, ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est voir la fiscalité de l'Hexagone et la fiscalité de tous ces territoires qui appartiennent à l'Hexagone et qui sont à des milliers de kilomètres de l'Europe, du continent et de la métropole. Alors, l'IS standard en France, on le sait, c'est 25% et puis il existe un IS réduit à 15%. Cet IS réduit s'applique à la première tranche du bénéfice imposable, pas du chiffre d'affaires, mais du bénéfice imposable de 38 120, mais il y a des conditions.
Premièrement, il faut que le capital soit entièrement libéré au moment de passer à cette application du taux réduit. Ensuite, il faut que le chiffre d'affaires de l'entreprise soit en dessous de 10 millions d'euros. Et pour finir, il faut que l'actionnariat de l'entreprise soit constitué à plus de 3/4 par des personnes physiques. Alors, s'il y a une société qui fait partie du shareholding, il faut que cette société soit constituée par elle-même plus de 3/4 de personnes physiques. Un petit rappel en ce qui concerne la base imposable. Donc, la base imposable, c'est le résultat fiscal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une comptabilité à faire pour chaque période fiscale, donc toute la comptabilité, les charges, les produits, plus les moins, et on fait son bilan. Et à partir de ce bilan établi, on regarde s'il y a des charges qui ne sont pas autorisées par l'autorité fiscale et qui ne seront donc pas considérées comme charges déductibles et qui seront à ajouter au produit. Donc c'est-à-dire que le bénéfice s'en verra augmenter, le bénéfice imposable. À part le statut normal d'une entreprise, vous avez en France également, et comme dans beaucoup d'autres pays, mais nous intéressons à la France pour l'instant, vous avez le statut de micro-entrepreneur. Alors pour rappel, le statut de micro-entrepreneur, ce n'est pas une forme de société, ce n'est pas une forme de SAS ou SARL ou toute autre forme, c'est un statut fiscal, c'est-à-dire que vous pouvez être SAS ou SARL et que selon votre chiffre d'affaires, vous soyez catégorisé au niveau fiscal comme une micro-entreprise. Ça s'adresse aux marchandises, bien sûr, à la vente de biens et fourniture de logement, et ça s'adresse à la fourniture de services. Pour la première catégorie, la vente de biens et fourniture de logement, il faut que le chiffre d'affaires ne dépasse pas 176 200. Si cela dépasse, on n'est plus micro-entrepreneur, donc on passe à un régime normal. Si on est dans les services, il faut que le chiffre d'affaires soit inférieur à 72 600 euros sur le calendrier fiscal. Si par exemple vous avez une activité mixte, vous pouvez absolument avoir les deux types d'activités au sein de votre société. Dans ce cas-là, le maximum autorisé pour avoir le statut de micro-entrepreneur, c'est le maximum qui est adressé aux biens, donc 176 200. Et il faudra bien sûr pour la partie des services allouer le maximum de 72 600. Donc si vous dépassez l'un ou l'autre, vous ne pourrez pas les autoriser dans le statut de micro-entrepreneur et il faudra les déclarer autrement. Alors, les micro-entreprises, sur base du plafond que nous venons de voir, il existe des abattements forfaitaires. Alors, cela déterminera donc la base imposable. Pour tout ce qui est, donc, sachez d'abord que pour toute entreprise, le minimum de abattement forfaitaire est de 305 euros. Ça, c'est pour tout le monde. Alors, si on est dans les biens et qu'on est micro-entrepreneur, on est de toute façon dans un cas de figure. Donc, dans les biens, on a droit à un abattement de 71%. C'est un forfait. Ça veut dire que notre base imposable est de 29%. Donc, si on a une base imposable de 100 000, eh bien, on ne sera imposé que sur 29 000. Les BIC, donc les bénéfices industriels et commerciaux, donc la prestation de services, on a droit à un abattement de 50%. Et pour les BNC, donc ça concerne les professions libérales, hein, les architectes, les notaires, les kinés aussi sont dans cette catégorie-là. L'abattement est de 34%, c'est-à-dire que 66% de leur chiffre d'affaires sera imposé. Et donc ici, on parle bien d'IR, hein, c'est un impôt sur le revenu. On est micro-entrepreneur, c'est un IR et ce n'est pas un IS. Alors l'autre option pour payer son impôt dans ce cas de figure de micro-entreprise, c'est un versement libératoire. Alors également pour les trois cas de figure, soit qu'on est dans la vente de biens, soit on est dans la prestation de services, soit on est en tant que BNC, le versement libératoire est de 1% du chiffre d'affaires si on est donc dans les marchandises, les ventes donc, et le logement. Il sera de 1,7% si on est dans les services. Ça veut dire que si on fait 100 000 euros de bénéfices, eh bien on sera imposé, le taux d'impôt sera 1,7%. C'est l'impôt qu'on payera. Ce sera 1,7 sur 100 000. Alors, et si on est dans la catégorie de BNC, eh bien notre impôt sera de 2,2%. Ça veut dire que ça, c'est un impôt libératoire. Maintenant, les calculs. Dans ce calcul ici, on va faire quand même une petite comparaison assez intéressante. On va d'abord définir notre bénéfice imposable. Hein. Donc on parle d'une société qui dégage un bénéfice, une base imposable sur laquelle va être apposé un IS. Donc c'est toute cette partie ici.
Voilà, ici, donc on va travailler le bénéfice et l'impôt des sociétés, et ensuite on va voir comment est traité ce résultat net quand on parle de distribuer les dividendes et comment l'optimiser. L'optimisation va vous être expliquée ici en bas, hein, sous les formes possibles, éventuellement de holding, voilà, etc. Et avec les mécanismes de frottement qui existent pour les deux cas de figure. Ok, donc ne vous inquiétez pas, ça fait beaucoup de chiffres. Retenez que, comme ça, juste pour comprendre un petit peu au premier coup d'œil, eh bien, tout ce qui est bleu en général, c'est le bénéfice net, hein, c'est ce qui est positif. Tout ce qui est en rouge, c'est ce qui vous en coûte, c'est les impôts, c'est les taux d'imposition, c'est tout ce qui concerne les IS et les impôts en général et les taux d'imposition. Et à partir de là, on peut commencer notre exemple. Alors, je vous rappelle, juste vite fait, que le bénéfice imposable, c'est le résultat fiscal. Donc, n'oubliez pas que vous avez votre résultat comptable et vous avez votre résultat fiscal. Alors, quand vous faites votre comptabilité, eh bien, vous allez faire une petite rectification, pas vous, hein, sans doute votre comptable, mais pour que vous compreniez le mécanisme, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ça, hein, puisque je crois que beaucoup le comprennent et le savent, mais je le rappelle juste comme ça à titre informatif pour ceux qui sont absolument hors domaine financier, comptable et fiscal. Une fois que vous avez fait votre bilan comptable en fin d'exercice, eh bien, il y a des petites rectifications fiscales qui viennent modifier le résultat comptable. Je m'explique. Vous avez pris en charge certains frais que l'autorité fiscale, en fait, pour son acceptation de votre résultat, ne prendrait pas en compte et vous serez obligé de diminuer certaines charges qui sont, admettons ici dans notre cas 130 000, bien peut-être que le résultat comptable était peut-être 140 000 et que maintenant avec la correction du résultat fiscal, on tombe à 130 000 de frais et qu'on a donc un résultat fiscal de 100 000. Okay ? Donc ça, c'est quelque chose qui se fait systématiquement chaque année. Il y a énormément de frais qui ne sont pas acceptés par l'autorité fiscale. Pour n'en citer que quelques-unes, c'est par exemple l'indemnité kilométrique de votre voiture. Hein, si vous voyagez énormément et que vous imputez énormément de coûts sur les trajets en voiture que vous faites, eh bien, il faudra respecter le montant alloués au kilomètre que le fisc. Ce sont des montants qui changent d'année en année, hein, selon les situations économiques aussi, hein, le prix de l'essence, le coût de la vie, etc. Ça peut être au niveau des amortissements. Vous avez acheté une photocopieuse, une voiture, du téléphone, un ordinateur. Vous avez le droit d'amortir sur X années, peut-être que vous avez voulu accélérer cet amortissement et que justement, donc, il y a eu une trop grosse partie prise dans les frais et ça, le fisc ne va pas l'autoriser. Voilà, ce sont des exemples de rectification à titre de résultat fiscal. Alors nous, notre base imposable, donc, c'est quoi? C'est le résultat fiscal. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dégagé ce montant, il faudra maintenant passer à la caisse au niveau de l'impôt des sociétés. Alors on le sait maintenant, vous êtes familiarisés, hein, il y a ces deux taux. 15% sur la première tranche de 38 120 et nous, on a une base imposable de 100 000, donc la différence sera 61 880 qui sera imposée à 25%, ça fait un impôt total de 21 188. Autrement dit, un taux global de 21%. Maintenant, on a dégagé notre résultat net, c'est très bien, on a payé notre impôt sur les sociétés. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Qu'est-ce qu'on fait de ce résultat net? Bien, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Premièrement, vous êtes dirigeant de votre société, vous avez travaillé dur toute l'année, vous voulez récupérer ce résultat net dans votre poche sous forme de dividende parce que le dividende se paye après avoir payé l'impôt. Donc ici on est clair, on a payé notre impôt, on peut se distribuer le dividende.
Ok, pas de souci. Alors pour notre exercice aussi, je vous signale que je vais prendre la totalité du résultat net en tant que dividende distribué. Ça va faciliter les calculs de pourcentage pour mieux comparer. À côté de ça, petite parenthèse, sachez quand même que vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de distribuer la totalité du résultat net. Vous pouvez garder une partie dans votre entreprise qui sera ajoutée aux réserves pour les exercices suivants. Mais vous pouvez également distribuer la totalité. Bien sûr, on garde toujours un peu de cash dans la société, hein. On ne peut pas juste faire les plus, les moins et puis garder zéro au départ de l'exercice suivant. Mais bon, voilà, pour faciliter encore une fois cet exercice, on considère qu'on a un résultat net et que tout ce résultat est distribué à son chef d'entreprise, hein, donc à vous en l'occurrence. Alors puisque vous êtes une personne physique, maintenant on parle d'une personne physique, la partie société ici, elle est terminée. Maintenant, vous recevez ce bénéfice en tant que personne physique. En tant que personne physique, vous êtes imposé à du 30% sur ce que vous recevez. Parce que les dividendes, en fait, sont considérés comme un revenu mobilier. Vous savez qu'en France, il y a donc diverses catégories de revenus et donc divers taux d'imposition. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a le revenu, l'impôt sur le revenu, hein, tout ce qui est votre salaire, votre pension, etc. Ça va sur des tranches progressives et avec un impôt progressif qui va de 0 à 45%. Vous ne le savez que trop bien, j'en suis sûre. Maintenant, au niveau de la société, on sait qu'il y a deux taux, un taux réduit de 15% et un autre de 25%. Donc ça, c'est facile, donc ça fait déjà deux formes d'imposition. Maintenant, des dividendes et tout ce qui est revenu d'investissement, tout ce qui est revenu mobilier, sont considérés donc comme des revenus mobiliers et soumis à une autre forme d'imposition qui est la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, qu'on appelle la PFU en français et le flat tax en anglais. Donc cette PFU, elle est fixée à 30%. Ces 30%, juste pour votre information, elle est composée de plusieurs autres sous-catégories d'imposition. Premièrement, elle est composée de l'impôt sur le revenu en lui-même, puisque ça c'est un revenu, le dividende est considéré comme un revenu, mobilier certes, mais c'est un revenu, et donc son impôt est fixé à 12,8%. Mais vous ne payez pas que 12,8% sur ce revenu, malheureusement, on vous demande de contribuer encore avec des prélèvements sociaux. Et ces prélèvements sociaux sont taxés à 17,2%. Donc vous voyez que c'est quand même plus que l'impôt sur le revenu des dividendes. N'est-ce pas horrible? Ce qui fait que ces deux taux ensemble donnent un taux global, un taux total de 30%, et c'est une flat tax, c'est comme ça, c'est 30%. À la limite, on va dire, on s'en fiche que ce soit 12, 17, etc. On sait très bien que de toute façon, il y aura toujours quelque chose qui va venir s'ajouter, et actuellement, c'est 30%, et on considère que c'est une flat tax de 30%. Maintenant, petite parenthèse, vous pouvez, en tant que particulier qui recevez ce dividende, choisir de ne pas appliquer la PFU et de plutôt ajouter ça à votre revenu personnel qui sera donc soumis au barème progressif. Mais ça, c'est encore une fois tout un calcul et toute une option à considérer si cela vous intéresse, bien sûr, ça existe, mais for the sake of this exercise, pour l'objectif de cet exercice, on va se limiter à une approche très simple. Donc, vous prenez le dividende. La loi vous indique que vous êtes taxé à 30%. Ça fait dans votre poche à peine 55 000 au bout du compte. Donc, vous voyez que vous avez fait toute votre activité professionnelle, vous avez payé votre impôt des sociétés, et puis au lieu de garder un total de 78 000, eh bien non, vous avez 23 000 en moins, ce qui est ce PFU au passage, qui vous prend 23 644. N'est-ce pas énorme ça? N'est-ce pas énorme? Je trouve ça abominable, parce que quand même, il faut dire ce qu'il en est. On a un bénéfice ici pour lequel on a déjà payé. On a déjà payé 21% ici, globalement.
Donc ça, c'est une deuxième imposition. Et c'est ça qui est horrible dans ces pays occidentaux qui sont hyper taxés, c'est que dès que l'argent passe d'une case à une autre, c'est boum, taxe 20%, taxe 10%, taxe 30%, c'est taxé, retaxé, retaxé. Vous achetez un immeuble, vous payez toutes les taxes et chaque année, vous êtes encore à payer toutes les taxes, d'année en année. L'immeuble ne vous appartient finalement jamais. Ce n'est pas juste une opération d'achat. Je ne sais pas moi, si vous achetez un livre, par exemple, vous achetez une fois ce livre, et il vous appartient, même si vous le trimballez dans votre sac pendant 15 ans. Mais non, les autres biens, les immeubles, même les voitures, hein, la taxe de circulation, etc. L'assurance, je comprends, l'assurance, il faut assurer sa voiture, mais toutes ces taxes de circulation et ces taxes de ci, ces taxes de ça, qui viennent s'ajouter à chaque fois que vous achetez quelque chose. Non seulement il y a la TVA, qui est déjà une taxe de départ au moment de faire l'achat, mais des taxes perpétuelles et continuelles, annuelles, qui viennent à perpétuité tant que vous détenez ce bien. Moi, je trouve ça abominable. Mais bon, voilà. Je ferme la parenthèse parce que c'est... Voilà. Donc, si on s'en tient à notre calcul, en nous calmant un petit peu, on va dire que on reste dans notre poche en bout de course avec 55 000, ce qui est à peine plus de la moitié, ce qui représente un impôt global de près de 45%. Ces 45% représentent les deux impôts, l'IS et l'impôt sur les dividendes. Donc voilà, ça c'est donc la deuxième imposition. On a une première imposition sur les sociétés et puis on a une deuxième imposition sur les dividendes et on reste avec à peine plus de la moitié. Alors maintenant, est-ce qu'il y a moyen d'optimiser ça? Oui, il y a des mécanismes d'optimisation et c'est ce qu'on va voir. Ici, on parle de société, donc on va voir les mécanismes, bien sûr, qui existent, parce qu'il suffirait de mettre une ou deux sociétés en plus pour faire jouer les flux de l'une à l'autre, qui va permettre justement de baisser drastiquement cette valeur ici. Au lieu d'être imposé à 30% comme ça l'est pour un particulier qui voudrait empocher le fruit de son travail, au bout du compte, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier d'une taxation beaucoup plus faible. Et ça se passe comment? Bien, il y a deux mécanismes. Premièrement, donc, on parle de holding, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut au moins une deuxième société. Ici, donc, vous avez vu que vous avez une première société, c'est celle qui fait ses bénéfices et qui passe à l'impôt des sociétés. Mais maintenant, pour pouvoir optimiser ça, il n'y a pas le choix, il faut être au moins une deuxième société. Cette deuxième société va être la mère de votre société. Donc vous êtes la filiale, la société que vous créez en plus, et donc par la suite, fatalement, va recevoir les parts de la filiale. Admettons donc que la filiale va transférer ses parts à la maison mère, donc cette holding, qui va donc avoir un actionnariat sur cette filiale, et donc la participation de la holding dans sa filiale doit être au minimum de 5%. Ça, c'est la règle. Donc, il y a des critères à tenir en compte. Hein. On ne fait pas juste une société, on décide, voilà, aujourd'hui c'est la mère, aujourd'hui... Non, chacune est ou la fille ou la mère. Donc ça, c'est déjà une chose, chacune a son rôle. Deuxième chose, les deux sociétés doivent être à l'IS. Par exemple, ça peut être n'importe quelle forme juridique de société, hein. Ça peut être une SAS, une SASU, une SCI, mais toutes les deux doivent absolument être soumises à l'IS. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui détiennent une SCI à l'IR. Eh bien, si vous voulez utiliser ce régime mère-fille, ici dont je parle comme premier exemple d'optimisation, il faudra absolument que la SCI soit soumise à l'IS. Sinon, vous passez outre cette optimisation, vous n'y avez tout simplement pas droit. Alors, admettons qu'on organise cette structure, on crée une deuxième société, on achète au moins 5% des parts de la filiale, donc on est en règle. Ça ne s'en tient pas qu'à ça, hein, puisqu'il y a d'autres critères à tenir en compte, notamment que la holding doit tenir pendant au moins 2 ans les parts détenues dans la filiale. Il faut que
Voilà, les minimum 5% et minimum 2 ans de détention des parts. Alors, si on s'en tient à ces deux petites règles de base et faciles à comprendre, on va pouvoir jouer avec le mécanisme fiscal qui est mis à notre disposition au niveau européen. Donc, c'est une directive européenne et qui dit qu'il y a un frottement, ici, un frottement de 5%. Ça veut dire qu'au lieu de vous verser les 78 000 de dividendes dans votre propre caisse en tant que particulier, vous allez les transférer dans la holding. Ça veut dire que les 5% sont calculés sur la valeur de 78 000 pour rendre cette valeur de 78 000 beaucoup plus faible. En l'occurrence, ça va la convertir de 100% à 5%. Autrement dit, on vous fait cadeau de 95% de cette valeur, de ce dividende, puisque ici, la société, donc la filiale, elle a payé son impôt sur les sociétés. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'elle va pouvoir jouer avec les dividendes, les distribuer à qui elle veut, et, enfin pas à qui elle veut, à qui de droit, qui a un partenariat. Est-ce que c'est une société qui a un partenariat, et c'est le cas de la holding que nous voyons maintenant, ou est-ce que c'est le particulier qui est le chef d'entreprise qui a les parts et c'est lui qui va détenir le fruit de ce bénéfice? Ici, on parle de filiale à holding, et donc au lieu de être imposé sur 78 812, eh bien on ne va être imposé plus que sur 3 941, qui représente 5% des 78 812. À ce moment-là, ce n'est plus un revenu mobilier, comme c'était le cas ici, soumis à une PFU de 30%, mais ça devient un revenu de société soumis à l'IS, donc un impôt sur les sociétés. Donc je vous rappelle que l'impôt des sociétés, c'est soit 15%, soit 25%. Alors ici, donc dans ce cas de frottement à 5%, ça se passe dans le régime mère-fille. Les 78 000 ne vont être imposés que sur 3 941, ça veut dire un impôt de 591 à payer. Vous voyez un petit peu la différence entre 23 644 qu'on aurait dû payer sans la holding et maintenant 591 grâce au système de holding et le mécanisme de frottement à 5%. Autrement dit, ces 591 euros d'impôt, c'est un impôt donc, qui va être payé, qui va être décaissé, représente à peine 2,5% de cette valeur qu'on aurait dû décaisser en tant que particulier. Vous voyez ? Parce qu'ici, on aurait payé tout simplement 100% de la taxe, et ici, on paye 2,5%. Voilà, ça c'est juste pour faire un petit parallèle. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de taux? Premièrement, voyons le bénéfice final. Ici, on avait un bénéfice final dans notre poche en tant que bénéficiaire des dividendes de à peine la moitié du bénéfice imposable. Vous voyez, on passait d'un bénéfice imposable, on payait son impôt, et hop, on restait avec 55 168. Eh bien ici, on reste avec 78 221. Autrement dit, pratiquement la totalité du dividende distribué. Donc c'est vachement intéressant. Mais encore une fois, il faut donc tenir compte de la création d'une deuxième société, il faut tenir compte de tous les frais qui sont liés, loyer si ce n'est pas dans votre propre logement, les factures d'électricité, la comptabilité supplémentaire, tous les frais afférents en plus. Alors, ici, pour notre exemple de 100 000 de bénéfices imposables, vous avez quand même un gain de 23 000. Alors, est-ce que ces 23 000 valent la peine? À vous de voir votre situation financière, bien sûr, votre cas de figure, vos propres bénéfices et vos bénéfices imposables, la teneur de votre frais chaque année, qu'est-ce qu'il en reste en bout de compte, et est-ce que ça vaut la peine de se lancer dans la création, les publications des comptes, les assemblées générales, tout ce qui va avec, c'est une société x2 avec peut-être pas les frais x2, peut-être les frais x3, peut-être x1,5, tout dépend de comment vous pouvez aussi optimiser tous ces frais-là. Donc, si on continue notre comparaison, avec une holding, on arrive donc à utiliser bien sûr le taux réduit de 15%, puisque la valeur de 3 941
nous fait bénéficier de ce taux puisqu'on est dans la tranche de 38 120. Donc ça, on est d'accord. Donc on a droit à nos 15%. Toujours est-il, si et seulement si, puisqu'ici on parle de revenus de la holding, il faut que la holding n'ait pas plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Il faut que la holding ait libéré tout son capital, puisque comme vous le savez, une société peut définir un capital et ne libérer que la moitié au moment de la création, mais au moment de payer les dividendes, là il faut faire attention parce que si le capital n'est pas entièrement libéré, et ça doit être au moment de la distribution des dividendes, hein, ça ne doit pas être en cours d'exercice, en début d'exercice, c'est vraiment au moment de payer, hop, il faut absolument que le capital soit entièrement libéré. Si vous avez souscrit à un capital de 6 000 et que vous avez libéré la moitié, 3 000, eh bien 3 000 sont absolument à payer avant. Alors, ça nous donne quoi comme taux final sur les dividendes? Ici, on a vu que le taux des dividendes était 30%. Eh bien ici, avec ce mécanisme de frottement à 5% et le régime Murphy, on a un taux d'imposition sur les dividendes de à peine 0,75%, donc même pas 1%, versus 30% dans le cas précédent. Et au bout du compte, puisque cette opération de remonter les dividendes vers la maison mère est pratiquement une opération nulle en termes d'impôt, eh bien ça nous laisse finalement notre dividende presque en intégralité dans les caisses de la société, puisque avec un dividende de 78 812 de remonter vers la maison mère reste avec un net de 78 221. Donc, ça revient à dire que cette opération de remonter les dividendes passe pratiquement entre les mailles du filet de l'impôt sur les dividendes. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Donc en termes de résultat net, c'est presque la même chose que le dividende, et en termes de impôt global, c'est presque ce qu'on a payé en IS, puisque fatalement, l'IS, on doit y passer de toute façon, puisque cette opération se passe après, donc on a à peine payé un peu plus d'IS que l'IS de départ. Donc ça, c'est vraiment en bout de course, hein, puisque les 21 sont déjà payés, puis on a donc les 0,75% plus, qui représente globalement donc 0,78 en plus du 21% ici. Et d'ailleurs, le 21%, c'est peut-être probablement, je vais voir, voilà, c'est 21,19. C'est pour ça que c'est 75 et 78 semblent un petit peu différents, mais c'est parce que c'est 21,19 ici versus 21,78 ici. Donc vous voyez que cette première optimisation ici, via une holding qui est, d'abord, elle doit détenir, je vous rappelle, minimum 5% de sa filiale. Et elle doit détenir cette participation pendant minimum 2 ans. Donc ça, on est bien d'accord, c'est bien clair. Sinon, c'est pas que vous ne pouvez pas distribuer de dividendes avant 2 ans. Vous pouvez très bien le faire avant les 2 ans. La seule chose, c'est que si vous n'avez pas la participation de cette filiale qui vous a transféré son dividende à moindre coût, et avec des avantages assez intéressants, si vous ne les avez pas pendant minimum 2 ans, eh bien vous allez devoir rembourser cet avantage fiscal lié aux dividendes que vous avez reçus. Alors maintenant ici, il faut aussi comprendre une chose, c'est que ces 78 221 ne sont toujours pas dans votre poche. Ça, c'est le résultat. Ce montant revient à cette situation-ci. C'est le résultat net de la société. Donc ici, la holding, eh bien justement, elle peut utiliser cet argent maintenant, soit en vous le reversant si vous avez envie de tenir cet argent liquide, et vous passerez encore une fois par la case 30%. Vous allez dire, oui, mais à quoi bon, puisque je vais quand même toujours passer par la case de 30% si je veux récupérer mon dividende. Mais non, c'est que justement, c'est que ici, vous pouvez utiliser cet argent pour réinvestir. Au lieu de payer ces 23 000 bêtement comme taxes, eh bien, vous les utilisez dans les caisses de la holding, et cet argent sera utilisé pour un investissement plutôt que d'aller simplement
sous forme de taxes. C'est ça le gain qu'il faut voir. C'est vrai que vous ne l'avez toujours pas dans votre propre poche en tant que bénéficiaire ultime de cette société, mais votre holding, société holding, les a. Au moins, ce n'est pas vous, ce n'est pas l'État non plus. C'est quand même vous, à travers votre holding, qui détenez encore ces 23 000 qui sont passés entre les mailles de l'impôt de la PFU, en fait. Donc ça, c'est une première optimisation. Alors, la deuxième optimisation, c'est toujours sous forme de holding, mais là, ça se passe sous forme d'intégration fiscale. Ici, intégration fiscale, ça veut dire quoi? Eh bien, il faut toujours au moins 2 sociétés, ça on ne passe pas sans minimum 2 sociétés, toujours au moins soumises à l'IS, toutes les deux. Et quand je dis holding, ben, vous le savez, mais je le répète quand même ici, ça peut concerner plusieurs filiales. Ça peut concerner des filiales à l'horizontale, à la verticale, c'est-à-dire que ça peut être sœur, une filiale qui travaille avec une autre filiale, qui transfère vers une autre filiale, et une d'elles transfère vers la maison mère, ou ici dans le cas de la intégration fiscale, ça peut être donc intégration verticale, une filiale qui est détenue par une autre filiale qui est détenue par la maison mère, et c'est vraiment à la verticale. Et finalement, ce flux de pourcentage diminue au fur et à mesure que l'une détient l'autre vers le bas, mais chacune doit tenir, en tout cas la maison mère, doit absolument tenir au moins 95% dans chaque filiale. Elle peut en avoir une, elle peut en avoir 10, elle peut en avoir 150. C'est son choix. Si elle a l'argent pour structurer tout ça de façon gérable, très bien, il n'y a personne qui va lui dire non, tu mets un maximum de 3 filiales ou de 15 filiales. Donc c'est vraiment à l'infini, mais chaque participation dans chaque filiale doit être au minimum de 95%. C'est comme ça qu'on parle d'intégration. Ça veut dire qu'elle lui appartient pratiquement en totalité, et ça va lui permettre justement d'absorber les comptes de l'une, absorber les comptes de l'autre, et packager tout ça et n'en faire qu'un seul compte final vis-à-vis du fisc pour dégager un seul résultat fiscal et ne payer qu'un seul impôt. Alors ici, dans l'intégration fiscale, on ne va pas parler de transfert de dividendes. C'est pour ça que beaucoup d'informations sur le net sont très déroutants, parce qu'ils parlent intégration fiscale, la filiale remonte ses dividendes, mais non, la filiale, elle ne paye pas de dividendes, puisque dans une intégration, c'est la maison mère qui paye les dividendes, qui paye l'impôt. Donc la filiale ne paye pas de dividendes, puisque le dividende n'est possible qu'après avoir payé l'impôt. Étant donné qu'elle transfère son bénéfice et que c'est la maison mère qui paye l'impôt, donc c'est un transfert de bénéfice, ce n'est pas un transfert de dividende. Donc ça, il faut bien le noter. Et je crois que vous ne trouverez vraiment pas cette information facilement sur le net. Mais je tiens à le préciser. Donc, alors, dans notre cas d'intégration fiscale, comment ça se passe? Eh bien, quand on parle de transfert du résultat d'une filiale vers la maison mère, sous forme d'intégration fiscale, on ne va pas parler d'un frottement de 5%, comme c'est le cas d'une maison, donc d'une situation mère-fille, mais d'un frottement de 1%. Donc, c'est quand même 5 fois moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pratiquement exonération totale. Donc il n'y a que 1% du bénéfice qui remonte vers la maison mère qui va être la base taxable. Alors si on prend l'exemple d'une société, on va faire ça simple, ici c'est le bénéfice imposable. Rappelez-vous que c'est le bénéfice imposable qui est imposable. C'est le bénéfice fiscal qui va faire l'objet de soit une taxation, soit donc une répartition des dividendes. Ici, on sait que ce n'est pas la filiale qui paye l'IS, donc son bénéfice, c'est ce bénéfice-là qui va remonter dans la société mère, et donc c'est un autre calcul. On ne va pas se baser sur le pourcentage lié à cette valeur-ci, on va se baser sur le pourcentage lié à cette valeur-là. Autrement dit, on a 1% de notre bénéfice ici qui représente 1000.
Donc, la holding va recevoir 100 000, mais elle ne va être imposée que sur une base de 1000. Autrement dit, 150 euros, puisqu'on est dans le cas de figure de en dessous de 38 000. 1000, on est d'accord, c'est en dessous de 38 000. Donc, on a droit à notre taux réduit de 15%. Alors, dans l'intégration fiscale, l'IS, puisqu'ici on parle d'IS, je rappelle, c'est un impôt de 150%. Finalement, c'est très simple, ça fait un bénéfice final de 99 850. Autrement dit, presque la totalité du bénéfice remonte dans la holding qui ne supportera que 15% de 1%. Autrement dit, 0,15% de taux d'impôt. Et voilà la situation entre les trois calculs, sans holding ici, avec un impôt global de 45%, avec une holding ici, avec un impôt global de 21,78%, et en intégration fiscale ici, avec un impôt global de 0,15%. Donc, si on fait un petit peu le comparatif vraiment final, résumé de chez résumé, on peut dire que sans la holding, donc il faut savoir qu'il y a deux impositions. Je vous rappelle, deux impositions. On a l'IS sur les bénéfices et puis une deuxième imposition qui concerne les dividendes. Ok ? Alors, si on n'a pas de holding, on a un IS de 21% et puis on passe à la caisse à raison de 30%, ça nous fait un IS total de près de 45%. Et ça nous laisse juste nos larmes pour pleurer, ça veut dire presque la moitié, 55 000 sur un bénéfice net de 100 000. Voilà, on se demande ça fois ça fois ça, qu'est-ce qui rentre dans les caisses de l'État, et ça vient dire qu'il n'y a pas assez de budget. Et bon, voilà. Ensuite, si on a une configuration de holding avec la directive Murphy, donc sachez aussi, ça j'ai oublié de dire, c'est que la réglementation Murphy peut être n'importe où dans le monde. En Europe, bien sûr, ça se passe souvent à du 0%, et puis c'est retenu à la source de la juridiction qui le paye et retenu à la source de la juridiction qui le reçoit. Mais il y a des conventions fiscales qui font qu'en Europe, en général, donc c'est à du 0%. Mais ça se passe aussi hors Europe, c'est-à-dire que vous pourriez avoir une filiale en France, et puis, ou plutôt une filiale, disons, en Espagne, et puis la maison mère en France. Donc ça se passe intra-Europe, et puis vous pourriez avoir une filiale qui est en... les UK maintenant, que ce n'est plus dans l'Union européenne, et voilà, hors Union européenne, ou Japon, ou Corée, donc Andorre, n'importe où dans le monde. Mais alors, à ce moment-là, on va regarder les conventions fiscales qui existent en termes de dividendes. Voilà. Donc, il y a énormément les conventions fiscales, ça pullule, et toutes les conventions fiscales, justement, adressent la prévention de la double imposition, qui fera que si vous êtes imposé dans un pays, la convention, c'est pour ça que c'est une convention, va déterminer que l'autre pays ne va pas vous imposer parce que vous êtes déjà imposé dans le premier pays. Et si jamais il n'y a pas de convention, et c'est là que vous devez faire super attention, ça veut dire que s'il n'y a pas de convention, ça veut dire que les deux pays ont plein droit de vous imposer. Donc il n'y a aucun échappatoire. Donc il faut regarder les conventions à utiliser. Donc ça, c'est dans le régime holding Murphy. Par contre, si vous avez une structure d'intégration fiscale, là, ça ne peut se passer que dans l'espace économique européen. Si vous avez donc des filiales hors espace européen, vous ne pourrez pas bénéficier, en France en tout cas, de ce régime d'intégration fiscale. Ni dans aucun autre pays de l'espace européen d'ailleurs. C'est vraiment un régime européen fait pour l'espace économique européen. Ça ne veut pas dire que tous les pays de l'espace européen permettent ce système d'intégration fiscale non plus.
La Bulgarie, je sais qu'elle ne permet pas ce système d'intégration fiscale. D'autres le permettent, d'autres pas. Donc tout ça est à regarder, voilà, au cas par cas. Alors si on regarde notre récapitulatif vraiment final ici, donc on a cette première imposition ici en termes de IS, sans holding 21%, avec holding 21%, ça ne change pas. Et avec holding, il n'y a pas d'IS puisque ça se passe après le transfert. On va le considérer comme un dividende, donc on va regarder cette colonne-ci. Mais donc il n'y a pas d'IS avant la redistribution du bénéfice. Voilà. Alors, il y a une deuxième imposition, voilà. Sans holding, ben, vous avez vu, c'est la PFU qui est appliquée à 30%. Mais par contre, si vous optimisez par la création d'une société mère qui va aspirer votre bénéfice net, votre dividende voilà, à distribuer après que vous ayez payé votre impôt de 21% ici, eh bien l'impôt final du dividende est de 0,75% au lieu d'être 30%. Voilà. Et encore mieux, si on est dans une structure d'intégration fiscale, cette imposition sur le bénéfice transféré à la maison mère, il est carrément de 0,15%. 0,15%. Donc on est encore loin, loin, loin plus bas par rapport aux autres solutions. Alors, en termes d'IS, l'impôt à payer, bien, dans la première situation, on a près de 45% d'IS sur notre base imposable. Avec une holding mère-fille, on a carrément la moitié, donc on économise la moitié, puisqu'on est à moins de 22%, on économise même plus de la moitié. Et ici, puisqu'il n'y a que ce deuxième taux à tenir en compte, eh bien, on reste avec un IS total de 0,15%. En termes de bénéfices, les euros qui viennent vraiment en bout de course dans la caisse de l'un ou la caisse de l'autre, eh bien, sans holding, on a 55 000 sur une base de 100 000 d'imposable. Avec une holding mère-fille, on a 78 000 sur une base imposable de 100 000. Et en intégration fiscale, on a presque la totalité de notre bénéfice imposable, c'est-à-dire qu'on est imposé de presque rien du tout. Voilà. Ça, c'est la comparaison à faire pour les trois cas de figure. Alors, ça, c'est juste une approche de calcul. N'oubliez surtout pas que ça ne s'en tient pas qu'à ça. Ce n'est pas que l'approche calcul. Et avoir comme ça, à court terme et de façon, voilà, avec des œillères. Parce qu'il y a tellement de paramètres à tenir en compte. Premièrement, il faut tenir en compte qu'il faut créer une société, il faut faire le transfert de ces parts de la filiale qui existe déjà vers la société qui fait office de société mère. Donc c'est une création de société, mais c'est aussi un coût de transfert des parts, c'est un coût. Parce qu'il faut évaluer la valeur de départ. Si la filiale a des actions qui sont évaluées à, disons, je dis un chiffre comme ça à l'aveugle, 5 000, mais au moment de les transférer à la maison mère, eh bien les 5 000 deviennent 7 000, vous avez une plus-value de 2 000 déjà ici, rien qu'au moment de transférer. Donc, ce sont toutes des approches à avoir à l'œil, à regarder, à évaluer en termes de chiffres dans tous les domaines. Donc chaque branche doit être chiffrée en termes de coûts, en termes de coûts d'opération, en termes de coûts de création, en termes de coûts de maintenance, des frais de comptable, des frais de publication et surtout tout ce qui va avec au niveau de la documentation. Parce que la holding en intégration fiscale, elle est horriblement compliquée en termes de justificatifs, parce qu'on veut savoir exactement qu'est-ce qui a été transféré de l'une à l'autre et pourquoi et quels sont. Et en plus, il ne faut pas oublier que dans l'intégration fiscale, il faut absolument que les sociétés soient dans le même calendrier fiscal. Elles commencent leur exercice fiscal le même jour et elles terminent leur exercice fiscal le même jour. Et maintenant, place à la fiscalité des DROMCOM. Saint-Martin est une com
Elle se situe dans les Caraïbes, donc c'est une collectivité outre-mer. Jusqu'en 2007, elle faisait partie intégrante de la Guadeloupe. Donc c'était une commune de la Guadeloupe et depuis cette date-là, elle s'est séparée de la Guadeloupe et est devenue une collectivité outre-mer, donc une com. Alors, elle fait partie de l'Union européenne, elle fait partie de l'eurozone, mais elle a quand même des spécificités quant à sa politique douanière, commerciale et bien entendu aussi sa politique fiscale. Saint-Martin est une RUP, donc une région ultra-périphérique, c'est-à-dire qu'au regard de l'Union européenne, elle a droit à des fonds européens pour le développement économique et régional. Alors, quant à sa fiscalité, eh bien, elle a un IS normal de 20%, mais elle offre un taux réduit de 10% sur un bénéfice qui ne dépasse pas 40 000 euros. Elle offre aussi un statut de micro-entrepreneur. Ça peut être fait sur option. Ce statut de micro-entrepreneur ne doit pas dépasser un plafond de 810 000 euros pour les ventes et fournitures de logements et 243 000 pour les autres prestations de services. Donc vous voyez que son IS réduit de 10%, il est quasi similaire à celui de la métropole. Donc le bénéfice en métropole applique un IS de 15% à concurrence de 38 120. Ici c'est 40 000, c'est quasi similaire. Par contre, c'est un IS réduit de 10% et pas 15% comme en métropole. Saint-Barthélemy, Saint-Barth pour les intimes, elle a une histoire assez spéciale. Commençons d'abord par sa géographie. Donc Saint-Barth faisait partie intégrante du département de la Guadeloupe jusqu'en 2007 au même titre que Saint-Martin. Et toutes les deux, à la même période, ont été détachées de la Guadeloupe et sont devenues des collectivités outre-mer toutes les deux. Par contre, ici, Saint-Barth, elle ne fait pas partie de l'Union européenne, mais elle bénéficie quand même d'un régime d'association. Donc le droit communautaire européen ne s'applique pas. Par contre, elle est quand même éligible au Fonds européen de développement. Elle fait aussi partie de la zone euro. L'histoire de Saint-Barth est assez singulière, enfin singulière façon de parler, mais c'est intéressant de connaître un petit peu son parcours. Premièrement, Saint-Barth appartenait à la France jusque la période de Louis XVI et un petit peu avant la Révolution française, donc à peu près 3 ans avant la Révolution française, en 1784, plutôt 5 ans avant la Révolution française. Le roi Louis XVI n'était absolument pas intéressé par cette île qui était lointaine, déserte, qui ne présentait finalement aucun intérêt pour lui. Il était sans doute plus intéressé finalement d'avoir des choses plus proches en Europe et donc il a demandé un droit d'entrepôt à Göteborg en Suède et le roi de Suède, le roi Gustave III, a fait un accord avec la France pour que l'échange de Saint-Barth passe de la France à la Suède. Ça s'est passé comme ça pendant pratiquement un siècle et puis un siècle plus tard, finalement, la Suède se rend compte que c'est pas si intéressant que ça, d'autant plus qu'il y a eu un tas d'événements climatiques assez féroces, des cyclones, des incendies violents qui ont fait que cette partie de la Terre n'était vraiment intéressante pour personne, même pas au niveau de Port-Franc qui était finalement la chose qui intéressait les Suédois au départ. Donc la Suède, c'était un autre roi, un siècle plus tard, a commencé à essayer de s'en débarrasser en proposant Saint-Barth aux États-Unis. Les États-Unis n'y étaient pas intéressés, ils l'ont présenté à l'Italie, pas intéressé non plus, et puis ils se tournent vers la France qui finalement commence à s'y intéresser un peu plus, et il y a eu cette rétrocession à la France qui a été négociée en 1877, donc pratiquement un siècle après, mais il a fallu faire un référendum local, bien sûr, puisqu'il y avait quand même une certaine population sur place, et le référendum a abouti sur un grand oui, et la population donc a fait partie de la population française. Donc ça a été rattaché alors à la Guadeloupe en mars 1818, encore une fois pratiquement un siècle après l'avoir cédé à la Suède. Et c'est resté comme ça un petit peu dans les oubliettes. La France l'a annexé à la Guadeloupe. Il n'y avait pas plus d'intérêt. Cependant, le fils de un magnat dans la finance, a été charmé par cette région quand même avec des plages extraordinaires et il a décidé de faire finalement une petite résidence. Quand je dis petite, c'est certainement une villa de quelques millions, mais voilà, ce départ et cet intérêt de la part d'un super gros magnat de la finance a attiré bien sûr tous les milliardaires des États-Unis et d'autres régions et c'est devenu depuis les années 60 une région vraiment, une région de milliardaires, du bling-bling. Donc, quand on voit donc le parcours d'une île qui n'avait aucun intérêt, il fallait presque payer pour que quelqu'un se la prenne, et que maintenant il faut presque braquer une banque
pour pouvoir y mettre le pied, c'est quand même incroyable. Comme quoi les choses peuvent changer vraiment du tout au tout sur quelques décennies. La fiscalité de Saint-Barth. Il n'y a pas d'IS, donc ici on parle de la fiscalité vis-à-vis des sociétés, hein. Donc il n'y a pas d'IS, par contre il y a une contribution forfaitaire annuelle des entreprises. Et cette contribution se base sur deux composants. Une partie fixe qui exige une contribution de 350 € chaque année et une part proportionnelle qui dépend du nombre des salariés. Et cette part proportionnelle est de 100 € par salarié. Donc au bout du compte, vous imaginez, vous avez une société avec un salarié, eh bien, ça va vous coûter 450 € pour toute l'année. Vous en avez 3, ça va vous coûter 650 € pour toute l'année. C'est incroyable. Donc la fiscalité est régie par le code de contribution à Saint-Barth et bien entendu tout ce qui est revenu étranger n'est pas taxé. Par contre, il y a une petite, je dirais pas complication, mais il y a une petite spécificité quant à la période d'acquisition de la résidence. Que ce soit pour les personnes physiques ou pour les entreprises, il faut avoir vécu sur l'île, avoir résidé sur l'île pendant au moins 5 ans. Donc si vous envisagez de placer votre entreprise à Saint-Barth, sachez que vous seriez toujours résident fiscal vis-à-vis de la France pendant les 5 années et vous ne serez toujours pas éligible pour la fiscalité Saint-Barth, c'est-à-dire cette contribution si minime, 350 par an, c'est incroyable. Et c'est une période de 5 ans qu'on appelle néo-résidence. Donc faites attention à cette double imposition parce qu'il peut y avoir une double imposition. En quelque sorte, vis-à-vis de la France, vous allez aussi payer les impôts par rapport au système français. C'est quelque chose à regarder avec quand même prudence. Par contre, si vous avez quelqu'un qui est résident à Saint-Barth, eh bien, il peut prendre la société en tant que résident, s'il est résident, bien sûr, depuis plus de 5 ans. Ça va faciliter justement donc cette adaptation de 5 ans pour la création de votre entreprise. Alors, les revenus de source extérieure, bien sûr, ils ne sont pas imposés. Et voilà, c'est ce qu'il faut savoir. En tout cas, les conventions fiscales n'existent pour ainsi dire pas dans toutes les collectivités outre-mer. Donc, pratiquement partout, souvent ce sont des paradis fiscaux. Ça, c'est clair et net, mais de ce fait, il n'y a pas de convention fiscale avec les autres pays, puisque voilà, elle vous exonère d'impôts pour tout ce que vous réalisez à l'extérieur de Saint-Barth. C'est un petit peu comme Dubaï, hein. Dubaï et quelques territoires à fiscalité territoriale, hein, Paraguay, Panama, Costa Rica, etc., qui vous offrent justement cette fiscalité territoriale où tout ce que vous générez en dehors du territoire en question n'est pas imposé. Alors Saint-Barth dispose aussi d'une zone économique exclusive. Bon, ça n'a rien à voir avec l'aspect fiscal puisque ici il s'agit juste d'un aspect territorial. C'est le pays qui détient cette terre qui doit exprimer son désir de définir une zone côtière, que ça se passe donc dans l'espace maritime, une zone économique exclusive qui lui donne le droit, qui lui donne en fait un droit de mer. C'est un espace maritime sur lequel l'État côtier, hein, l'État à qui appartient cette côte en question, exerce des droits souverains et économiques en matière d'exploration et d'usage des ressources naturelles. Donc tout ce qui est sol maritime, ressources maritimes, admettons qu'il y ait du pétrole, admettons qu'il y ait du gaz, admettons qu'il y ait des choses extraordinaires dans ces fonds marins, eh bien, si on définit cette zone, en tout cas dans la profondeur de mer, ça ne peut pas aller au-delà de 370 km. Au-delà de cette surface, ça devient un espace international, mais en dessous de 370 km, c'est votre zone, vous l'avez définie, et donc c'est ce que la France a fait, donc à Saint-Barth. Elle a défini un espace sur une longueur de 4000 km², hein, ça ne veut pas dire une longueur de 4000 km, mais donc sur la surface qu'elle a définie en profondeur et en longueur, ça fait en tout cas une surface de 4000 km. Ce sont des choses hyper intéressantes puisque voilà, d'une décennie, d'un siècle à l'autre, il peut surgir des trésors sous-marins et chaque État bien sûr est assez fervent de ce type de choses. Et en l'occurrence ici, la France a un litige clair et net avec Antigua et Barbuda à propos de cette zone économique et exclusive, donc qu'on appelle la ZEE. Alors voici pour ce qui concerne la France. Donc vous avez vu à travers cette vidéo que
la France a été largement couverte. Ceci dit, ce n'est pas un des épisodes des 15 régimes fiscaux spéciaux que je vous annonce donc dans cette série des 15 régimes fiscaux spéciaux. La France, en fait, est juste un petit bonus pour vous donner un aperçu de ce qui existe en France, puisque vous êtes en majorité résidents en France, parmi ceux que je vois chez nos lecteurs et chez nos clients. Ceci dit, donc, alors, le calcul que je vous ai présenté, et si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous avez vu donc que c'est un calcul long et détaillé, et c'est justement l'objectif, c'est de donner une explication très détaillée pour ceux qui sont concernés par donc la compréhension de comment fonctionne l'imposition et le traitement du bénéfice après qu'il ait été imposé, donc en termes de dividendes ou en termes de distribution de dividendes, soit aux particuliers, soit via une société intermédiaire. Alors, ce qu'il faut en retenir, c'est que vous avez une société normale, c'est la plupart des situations qui existent aujourd'hui, hein, donc on fait sa société, on dégage son bénéfice, mais quand même, vous avez vu le comparatif, on peut arriver quand même à des résultats nettement plus intéressants. Alors, dans l'option de l'intégration fiscale, il faut savoir, je voudrais quand même juste relever quelques petits points. On a vu que la participation requise en France est de 95% donc de participation dans sa filiale. Il n'en est pas ainsi pour toutes les juridictions qui adoptent ce système d'intégration fiscale. Donc je vous rappelle que ce système d'intégration fiscale n'existe que dans la sphère de l'espace économique européen. Mais tous les membres de l'espace économique européen ne demandent pas les mêmes critères obligatoires pour pouvoir opter à ce régime. Donc, alors, je vais vous faire une petite liste de ce qui existe en Europe, juste pour votre compréhension, vite fait. Alors, il existe donc plusieurs taux d'un pays à l'autre. En France, on a vu c'était 95%, mais d'autres pays demandent 75%, d'autres 50%, d'autres demandent 2 ans de détention minimale, d'autres demandent d'autres requis, par exemple une convention entre la filiale et la maison mère qui doit durer minimum 5 ans. Donc, chaque juridiction fait cette réglementation vis-à-vis de concernant l'intégration fiscale vraiment à sa sauce. En Europe, donc les pays qui offrent ça, les juridictions utilisent entre 50 et 95% de taux minimal de participation pour être éligible en intégration fiscale. Alors 50% c'est vraiment le minimum. Les pays qui exigent un minimum de participation de 50% dans leurs filiales sont Malte, Autriche, Italie et Allemagne. Les pays qui exigent une participation minimale de 75% dans leurs filiales sont Chypre, Roumanie, Hongrie, Portugal et Espagne. Et puis, il y a la participation minimale de 90%, ça c'est exigé par 2 pays, la Belgique et la Suède. Alors, il faut savoir que tous les pays n'offrent pas cette intégration fiscale, je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt. Alors, quels sont les pays dans cet espace économique européen qui n'offrent pas cette possibilité d'intégration fiscale? La Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Grèce et la Lituanie. Alors, quels sont les autres pays qui marchent sur les pas de la France et qui ont donc une exigence d'un shareholding de minimum 95% de participation donc dans la filiale détenue? Eh bien, il y a 2 autres pays, il s'agit de la Hollande et du Luxembourg. Ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, mets un grand pouce bleu et abonne-toi à la chaîne, ça nous aiderait à évoluer dans YouTube et surtout fais-nous part de tes commentaires. Moi je te dis à très bientôt avec moins de fiscalité, bien entendu.